Nous sommes Vincent et Benjamin. De mon côté, je travaille pour Microsoft France. J'exerce un beau métier qui s'appelle technico-évangéliste. Voilà, je travaille principalement sur des problématiques de Azure, de Big Data, de Machine Learning. Et pour ma part, donc, je suis Vincent Huchling, je suis le fondateur d'une petite boîte qui s'appelle Affinitech et nous, notre métier, c'est de construire des plateformes data et on travaille beaucoup avec nos camarades de Microsoft. Et accessoirement, Benjamin et moi, on est les fondateurs d'un joli podcast qui s'appelle Big Data Hebdo. Si vous vous intéressez aux problématiques de data et que vous aimez bien écouter des podcasts, on vous invite à nous rejoindre. Voilà, donc quand je participais, c'était un épisode tous les 6 mois, et maintenant que j'ai arrêté de participer, c'est toutes les semaines, donc c'est vachement mieux. Donc maintenant j'écoute et c'est très intéressant. Introduction. En termes d'agenda, ce qu'on vous propose, c'est donc de voir donc l'architecture lambda. C'est une architecture qui est assez connue dans le monde du big data. Et on va voir plus dans le détail ce que c'est. On verra également pourquoi est-ce que c'est remis en cause, en particulier avec des problématiques de streaming temps réel. Et on verra après quelles sont ces problématiques-là sur le streaming plus particulièrement, avec un exemple de projet qui permet d'aller expérimenter soi-même et de faire du code dans une VM qui s'appelle Bunta Data. Et donc, on verra un peu comment les choses se présentent. Donc, tout d'abord, l'architecture lambda et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Donc, si on prend une architecture Big Data classique, en fait, on va avoir, alors c'est une façon de la représenter. Sur la gauche, vous avez toutes les sources de signaux, d'événements, etc., que sont les objets connectés, le web, etc. Des logs et tout. Ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir une application web, une application mobile qui va faire appel à une API et à une base de données relationnelle locale plus classique. C'est vraiment, vous avez votre appli web PHP qui fait appel à une base MySQL. Vous voyez, on retrouve un peu des choses très classiques. Après, si on veut mettre un peu plus de données, on va avoir du scale-out avec une base NoSQL. Bon. La partie un peu enfin, plus spécifique au big data, c'est ce qu'on a en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplir la base de données directement à partir des éléments qui sont ici, mais plutôt passer via un data lake, en fait, qui est juste un système de fichiers distribués sur lequel on va pouvoir stocker des tonnes de données et servir également en scale-out ces données-là. Et puis, quand on va vouloir servir ces données, c'est parce qu'en fait, on veut les requêter. Donc, on va les requêter avec un moteur de traitement. Et voilà. Et ce moteur de traitement, on peut aussi, alors soit le même, soit un autre, et ce sera un des sujets de la discussion, vouloir l'exécuter, enfin l'utiliser aussi en temps réel, c'est-à-dire au moment où les choses arrivent. Je vais vouloir aussi faire du traitement, c'est-à-dire dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans une fenêtre de temps de 10 secondes, par exemple. Qu'est-ce que dans les 10 dernières secondes, quelle a été la moyenne du nombre de personnes qui étaient sur mon site web, par exemple. Voilà. Donc, pour donner des noms de produits dans le monde open source, par exemple, on va avoir par exemple ici du HDFS, Hadoop Distributed File System, ici du Hadoop ou du Spark. Et puis également, on va avoir pour les moteurs temps réel, historiquement, du Storm, par exemple, avec maintenant du Trident. Enfin, il y a plein de noms dans la galaxie Apache Data. Donc vous avez Trident, vous avez également plus récemment du Flink, vous avez du Spark Streaming, etc. Plein de choses possibles. Dans un monde cloud, on va chercher à tirer parti de l'élasticité. Et donc, plutôt que d'avoir cette partie-là et cette partie-là sur les mêmes serveurs, on va les mettre au contraire éclatés. C'est-à-dire qu'on va avoir un cluster de stockage qui va discuter avec un cluster de traitement. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, comme le stockage coûte peanuts, c'est que le traitement, c'est de la CPU et donc c'est plus cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir le stockage évidemment tout le temps disponible et le traitement qui, lui, est allumé que le temps de faire des traitements batch, par exemple. Et pour le traitement temps réel, en revanche, il est allumé tout le temps puisque les événements arrivent tout le temps.
Donc ça, c'était une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'on a plusieurs problématiques. Une première problématique qui est l'ingestion. Et là, en fait, ça correspond, cette slide-là, à faire un zoom sur cette flèche-là, sur laquelle j'aurais pu mettre une case à part entière, en fait, qui s'appelle le broker, d'une façon un peu générique. Donc, en termes d'outils, ça va être, par exemple, le broker, ça va être de la page Kafka. Dans le monde Azure, ça va être Event Hub ou IoT Hub, suivant ce qu'on a en amont. Donc les différentes problématiques. Première problématique, l'ingestion, donc le fait d'aller de là à là, où on va, vas-y Vincent, donc là on va avoir par exemple, soit on va pousser la donnée dans un broker, donc une sorte de file d'attente partitionné en plusieurs partitions. En fait, c'est comme si on avait plusieurs files d'attente en parallèle, et donc on va pouvoir alimenter cette donnée-là sous forme d'événement dans ce broker, typiquement Kafka. Et puis, on va également faire l'ingestion et aller stocker les données dans le data lake de façon à pouvoir la requêter plus tard. Voilà. Deuxième chose, c'est le fait de faire du traitement. Donc, par exemple, pour aller faire une requête, donc là, on a sur du stockage, on va aller faire un traitement. Donc, vous avez le cluster de stockage et le cluster de traitement. Et sur ce cluster-là, on va faire un traitement qui va dire, par exemple, je voudrais voir si effectivement j'ai bien des ventes de glace qui se font plutôt l'été sur les 10 dernières années de stockage que j'ai. Et puis ici, on va faire des traitements en temps réel pour dire effectivement, si dans les 10 dernières secondes, est-ce que j'ai vendu au moins une glace. Ensuite, on va avoir de la préparation. Donc, ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'une grosse différence qu'il y a entre la partie data lake et la partie base de données, c'est quand est-ce qu'on définit le schéma des données. Dans le data lake, ce qui est fondamental, c'est que le schéma, il est au moment de la lecture et pas au moment de l'écriture. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut tout stocker puisque de toute façon, il n'y a pas de schéma prédéfini. Donc, tout ce qui arrive comme données peut être stocké dans le data lake. Et dans la base de données, le schéma est au moment de l'écriture, de façon à ce que on ne fasse rentrer que des données qui sont bien formatées pour pouvoir être lues ensuite et requêtées rapidement. Donc en fait, pour passer d'un monde à l'autre, en fait, on va définir un schéma dans le data lake au moment de la lecture qui va correspondre à quelque chose qui va nous permettre de transformer la donnée pour la préparer et faire en sorte qu'on puisse ensuite aller la mettre dans la base de données. Un des intérêts de cette technique-là, de passer par un data lake en intermédiaire, ça veut dire que je peux très bien avoir les bases de données non pas comme un élément fondamental où les choses sont stockées, mais presque comme un cache. Alors un cache que je mets en place pour 6 mois ou pour 2 ans ou pour 3 ans, mais à la limite, si je me rends compte que j'ai pas les bonnes tables, que c'est pas le bon moteur de base de données, etc., à la limite, je peux changer puisque mes données, je les ai dans le data lake. Et donc, cette phase de préparation va permettre de passer aux bases. J'ajouterais que cette histoire de data lake, c'est finalement quelque chose qui va permettre d'accélérer le cycle d'innovation autour de la data. C'est-à-dire que quand vous aviez des bases de données qui étaient très figées, sur lesquelles les cycles de redéveloppement pour pouvoir changer les choses étaient très longs, bah, vous n'aviez pas forcément beaucoup de projets innovants. Alors dès lors que vous allez commencer à avoir un data lake, vous allez pouvoir innover beaucoup plus, vous allez pouvoir faire de l'expérimentation en continu sur les données. Tout à fait. Et puis, une autre phase, donc si tu passes sur la slide d'après, c'est la mise à disposition. Donc en fait, en gros, on va pas aller, tous les utilisateurs, et que vous avez vu dans le schéma tout à l'heure, ils vont pas forcément aller requêter directement dans le data lake parce qu'il y a une certaine latence. Si on lance un batch pour aller requêter, ou si on a besoin d'aller chercher un enregistrement parmi toutes les lignes qu'il y a dans les 10 000 fichiers TSV qu'on a dans un des répertoires de notre data lake, ça va mettre un certain temps. Donc en fait, on va préparer la donnée, comme on a vu, et la mettre dans une base de données, par exemple, et puis on va la servir à partir d'ici. Ça peut être aussi un modèle de machine learning où on s'est servi des données du data lake pour apprendre. Également, par exemple, des data visualisations où on va avoir effectivement une visualisation de la performance de l'entreprise, etc.
Donc tous ces éléments-là, en fait, sont la partie mise à disposition. Et c'est effectivement quelque chose de troublant, puisqu'on était habitué à avoir une seule base de données et à faire de l'opérationnel et à faire de l'affichage et de la mise à disposition de données depuis la même base de données généralement. Alors que dans ce monde-là, on va plutôt se retrouver avec des moyens très ciblés par rapport à un usage, c'est-à-dire que le data lake, il est fait pour pouvoir faire du batch, il est fait pour pouvoir avoir de la donnée avec une très longue rétention. Et puis on a des moyens d'exposer la donnée, par exemple avec des index de recherche, par exemple avec des bases SQL ou des choses comme ça qui permettent d'avoir des choses qui, par contre, ont des temps de réponse très intéressants. Tout à fait. Donc l'architecture lambda, en fait, elle vient du nom de la lettre, enfin de la forme plutôt de la lettre qui est là, qui consiste en fait à dire les événements, ils arrivent et je fais deux choses. J'ai un hot pass, en fait, un chemin chaud qui est là, qui est le temps réel, et puis un cold pass qui est plutôt le monde du batch, dans lequel je vais pouvoir faire des requêtes sur, par exemple, ce qui se passe sur les 10 dernières années. Et donc voilà. Donc là, j'ai le storage qui est mon data lake. Alors le data lake, en fait, c'est un terme qui peut faire peur, mais ça peut être aussi bête que un stockage blob storage sur Azure, ou en gros, ça se présente avec un explorateur de fichiers. Enfin, ça peut être vraiment tout bête à mettre en place. Et puis, donc là, on va avoir les deux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent se compléter dans le sens où le fait de traiter sur une longue période ou sur une très courte période, les deux choses vont s'alimenter. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de surveiller le trafic du périphérique. Vous avez des compteurs temps réel. Et puis, vous allez voir qu'il y a, par exemple, des bouchons côté porte-maillot. Et vous l'avez en temps réel. Et donc, du coup, vous allez pouvoir associer ça à ce que vous avez entendu sur France Info, par exemple, sur les grèves Uber en ce moment. Bon. Si vous faites ça, en l'analysant 10 ans après, il y a peu de chances que vous vous rappeliez que ce jour-là, il y avait une grève Uber à la Porte Maillot. Donc du coup, vous allez pouvoir éventuellement vous dire, ah bah tiens, ce serait pas mal de corréler les bouchons avec les grèves, par exemple, et puis d'aller vérifier si sur les 5 dernières années, il y a bien une corrélation. Et du coup, dire, bah, dans ce que je veux analyser en temps réel, je vais avoir un compteur qui est non seulement la circulation, mais également les grèves, de façon à voir ce que ça donne. Donc les deux branches ont tendance à s'alimenter l'une l'autre et être très complémentaires. Et donc dans cette partie Query and Merge, on peut effectivement avoir un dashboard, par exemple, qui présente des choses historiques et des choses courantes. Par exemple, on peut avoir des données qui vont être un modèle de machine learning et puis qui va prédire ce qui aurait dû se passer, et puis ici un compteur qui dit bah c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc éventuellement on va avoir une alerte ou des choses comme ça. Typiquement, cette architecture a été inventée par un mec de chez Twitter qui a créé cette architecture pour pouvoir générer les trends en temps réel sur les tweets. Et donc, pour les trends, c'était le hot pass, et les tweets, l'archivage des tweets dans la durée, c'était évidemment la partie basse du graphe que vous voyez là. Très bien. Donc bon, ça je l'ai déjà dit, les schémas à la lecture ou schémas à l'écriture. Donc les composants fondamentaux du big data, je ne sais pas si tu veux. Alors, dans les composants fondamentaux, on va trouver, comme Benjamin l'a exprimé tout à l'heure, la tête de pont, c'est un broker. C'est-à-dire que vos événements, vous allez les collecter et puis vous allez devoir avoir quelque chose qui est capable de les aiguiller vers différentes filières de traitement et d'être capable de les mettre dans différentes piles. Ça peut être le cold pass qu'on a vu, comme ça peut être le hot pass qu'on a vu juste après. Alors, le data lake, Benjamin vous l'a déjà bien développé. Et puis après, on va avoir des moteurs de traitement. Aujourd'hui, on a plusieurs typologies de moteurs de traitement. Certains qui sont très spécifiques à faire du traitement en temps réel, certains qui sont très spécifiques à faire du traitement batch, et puis d'autres moteurs de traitement qui, eux, sont plus généralistes et permettent de faire à la fois du batch et du stream. Par exemple, Spark permet d'adresser ces différents cas de figure. Par exemple, on a aussi Flink aujourd'hui qui permet d'adresser aussi bien du batch que du stream, comme par exemple, Apache Beam, qui est un projet assez récent, lui permet aussi d'exprimer des traitements pour les deux typologies. Après, pour les bases de données, là aussi, pour les bases de données, on va trouver des bases de données qui sont plutôt orientées, certaines vers des interactions en temps réel, certaines vont plutôt être orientées vers des choses où on va conserver la donnée plus longtemps et avec une certaine latence pour l'accès. Et puis il y a le dernier composant important d'une architecture Big Data, c'est de restituer cette donnée. Et aujourd'hui, on a vu avec la vague Big Data l'essor des solutions de data vise.
Et on n'a pas de projet Big Data sans que l'on mette en place une data visualisation. Alors les grands frameworks qui sont apparus dans le monde JavaScript, c'est par exemple D3JS qui est apparu pour pouvoir faire des choses très parlantes autour des données, mais aussi on trouve une modernisation des outils de BI. Par exemple, vous avez dans Azure Microsoft Power BI, mais vous avez aussi d'autres outils comme Tableau ou autres qui sont apparus avec ces plateformes Big Data pour pouvoir vraiment donner une perception intéressante aux utilisateurs de tout ça. Donc là, le broker, comme je le disais, c'est, enfin comme on le voyait tout à l'heure, c'est tout un ensemble de partitions. Au milieu, là, dans les Azure Event Hub, par exemple, qui a la même architecture que Kafka, vous avez toutes ces partitions. Vous avez le Data Lake, donc il y a tout un tas de systèmes de fichiers distribués qu'on peut trouver ici. Donc avec deux considérations à droite, soit colocalité des données, soit travail de cluster à cluster. Les moteurs de traitement, donc là c'est intéressant parce qu'on voit à la fois une cascade qui remplit un data lake. Donc vous avez soit vous travaillez au niveau de la cascade et donc vous essayez de voir ce qui se passe pendant que ça tombe, soit vous travaillez sur le data lake et vous recherchez dedans pour voir ce qu'il y a. Au niveau des bases de données, vous avez des bases de données SQL, NoSQL. Donc dans les bases NoSQL, vous avez la principale caractéristique, c'est du scale out. Il y a des problématiques, il y a des formats, colonnes, documents, etc. Et puis SQL, c'est aussi un langage de requêtage qui est utilisé aussi dans les bases NoSQL, parce que, bon, pour simplifier le sujet. DataVis, donc ça, c'est un exemple de Power BI dans une tablette. Donc si on veut regarder, par exemple, comment se présentent les choses au niveau techno, donc là, on a fait une page, par exemple, ici, avec une data visualisation donc en Power BI, parce qu'on ne se refait pas. Et donc ici, si vous regardez, par exemple, si vous voulez de l'open source managé et du IaaS, par exemple, et que vous cherchez donc de l'infrastructure de service, et que vous cherchez un stockage non structuré, du coup, ça va vous donner une liste de choses. Donc là, par exemple, ça va être que de l'HDFS, donc soit dans IaaS, soit dans HD Insight, qui est un Hadoop en tant que service. Si je rajoute également des services Microsoft managés, donc des choses qui sont purement Microsoft, et que je cherche à nouveau en sélectionnant sur... je ne sais plus si j'avais les moteurs, je ne sais plus ce que j'avais comme... du stockage non structuré, voilà ça. Il s'était déplacé. Donc il y avait du HDFS, mais il y a aussi du blob storage ou de data lake store, etc. Donc vous pouvez aller sur cette page devmicrosoft.fr/data et découvrir les différentes technos qu'on peut mettre en œuvre sur de l'Azure. Donc on arrive à la remise en cause de l'architecture lambda. Donc à la limite, les liens, c'est plus pour référence qu'autre chose, parce que je pense qu'on ne les connaît pas par cœur. On ne les connaît pas par cœur et puis on ne va pas vous les décrire un par un, mais on a justement une interview de podcast qu'on avait fait avec des gens qui nous exposaient une nouvelle architecture qui était très centrée sur Kafka par exemple, et puis notamment Kafka qui a été créé par les gens de LinkedIn. Et cette architecture, ça consiste à dire que c'est l'architecture non lambda qui, elle, fait une fusion entre la partie cold pass et hot pass, c'est-à-dire que vous allez faire passer les données dans un tuyau qui a vocation à être updaté en temps réel et donc à pouvoir être consommé en temps réel par des process qui utiliseraient les données. Et puis, par contre, vous persistez les données au sein de ce tuyau, c'est-à-dire que dans Kafka, vous allez avoir la possibilité de faire que vos données, elles sont dedans pour très longtemps. Elles ne sont pas seulement que de manière éphémère, comme ça peut être le cas sur un stream. Vous imaginez l'image de la cascade tout à l'heure, comme si la donnée, elle restait en suspension dans la cascade. Donc, on arrive à avoir des architectures qui permettent de tout globaliser à l'intérieur d'une même architecture. Et derrière, on sérialise les données non pas dans un data lake et dans une base de données, mais seulement dans une base de données NoSQL, qui évidemment, ça apporte un certain nombre de contraintes, mais ça a aussi une certaine élégance sur le fait de ne plus avoir deux chemins divergents qu'il faut faire converger ensuite. Alors, par contre, quand on parle de traitement en streaming, on a nécessairement quelques petits challenges. On va imaginer ici, vous avez une série d'événements et vous avez fait des agrégations, et donc on va faire une agrégation toutes les 5 secondes. Donc vous voyez en bas que l'agrégation qui se fait par exemple à 10 heures 5 secondes, on a 185 valeurs, la valeur est 185, la somme sur l'objet A, et puis sur l'objet B où on fait une moyenne, on a une moyenne qui est à 1900, et puis ensuite quand on continue à faire évoluer le stream, sur la deuxième fenêtre de temps qui sont les 5 secondes qui suivent, la somme est différente et la moyenne est différente. Bon, alors tout ça, ça se passe bien. Sauf qu'il peut quand même se produire quelques éléments, puisque n'oublions pas que comme on fait du big data, on est dans des environnements distribués. Et quand on fait des choses dans un environnement distribué, ça peut vite se compliquer.
Donc, vous avez vos deux objets qui, eux, vont aller vers le broker. Et comme vous voyez, le broker, c'est une somme de sous-systèmes qui vont fonctionner en parallèle. Et ce broker, lui, va donner les données à un moteur de traitement qui va faire la somme ou la moyenne de ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors, le cas idéal, c'est ici, vous avez à 10 heures, vous avez des objets qui passent avec, avec différents messages, un objet A, un objet B, enfin le pipe A et le pipe B qui ont des objets avec différents messages. Les messages arrivent à différents moments, donc tout se passe bien. On a vu que c'était exactement au moment où les messages étaient produits qu'on récupérait les choses. Et puis la première chose qui peut se passer, c'est que vous avez une coupure réseau, donc ça fait un retry, et puis finalement, le broker, il reçoit à deux endroits différents le même message, par exemple. Et donc, on se retrouve, le moteur de traitement, il va recevoir un duplicat du message. Donc déjà, ça, c'est un premier cas de figure qu'il va falloir traiter. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que vous avez des vitesses de propagation des objets à l'intérieur du broker qui vont être différentes, et donc vous allez vous retrouver avec des messages qui ne sont plus dans l'ordre. Alors vous imaginez que vous avez quelque chose où l'ordre est important dans le traitement que vous faites, et bien derrière, ça peut vraiment devenir vraiment problématique. Et puis sinon, vous avez des choses qui arrivent très en retard. C'est-à-dire que par exemple, vous avez ici le message M1 de l'objet A qui arrive après le message 7. Et par exemple, le message 8, lui, il est tout au bout, mais on voit que ce M1, il est en retard. Le M1, il est bien en retard par rapport à la fenêtre de 10h05. Enfin, voilà, la fenêtre ça. qui se termine à 10h05, en fait, elle devrait contenir le message M1, et on a 4 secondes après, c'est-à-dire une éternité, le message qui arrive. Et finalement, on peut représenter ces histoires de retard et de latence avec cette histoire de watermark. Vous avez finalement en horizontal le moment auquel la donnée est processée et le moment auquel l'événement est inséré dans le système en vertical. Et donc, si tout était dans un monde parfait, tout serait au-dessus du trait qui est en diagonale. Mais ce qu'on constate dans les faits, c'est que, in fine, ce trait, il est dans cette diagonale, mais avec un décalage sur la droite qui va être relativement important. Ouais, dans le cas de Flink, le watermark, en fait, c'est là où on décide de fermer la porte. C'est-à-dire, on dit, par exemple, à 10h10, on va dire, ou à 10h09, par exemple, on va dire la fenêtre de 10h05 est fermée. C'est-à-dire que tous les messages qui arrivent après en disant je devrais être dans la fenêtre de 10h05, comme ils arrivent après 10h09, on dit désolé, elle a été calculée et on l'a donnée déjà, cette fenêtre. Donc, en fait, de toute façon, je ne peux pas recalculer. Donc, voilà. Et puis également dans Flink, il y a aussi d'autres mécanismes qui sont ces mécanismes de donc les partitions. Et puis à partir de toutes les partitions, on va rebalancer ça sur les nœuds de traitement. On va pouvoir définir des clés sur lesquelles on va gérer la fenêtre de temps. Et puis sur cette fenêtre de temps, on va pouvoir traiter les choses en disant voilà, j'ai un watermark, j'ai un buffer de données, je vais pouvoir faire mes calculs, mes agrégations, etc. Donc pour pouvoir mettre en œuvre et tester ça concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir utiliser un environnement à base de Docker dans lequel on va pouvoir effectivement vérifier ces choses-là. Donc, l'idée de ce projet Bunta Data, c'est le fait de pouvoir comparer des moteurs de streaming, donc comme Storm, Flink, Samza, Spark Streaming, etc. Apache Streams d'ailleurs, Kafka Streams, pardon, qui n'existait pas quand on a démarré Bunta Data ou qui était en cours de développement. Donc une autre façon de voir les choses dans Bunta Data, c'est de dire très bien, on va faire un. Donc c'est a priori surtout sur des moteurs open source. Donc je vais avoir un simulateur un objet qui va simuler des objets connectés et envoyer des événements, donc qui est écrit en Python. Et il va écrire à deux endroits. Il écrit dans Kafka comme si c'était des objets connectés. Et il écrit également dans Cassandra sa version de la vérité. Donc lui-même, en injectant, il fait des agrégats sur ce qu'il a injecté en disant, voilà, pour moi, la fenêtre de temps, elle devrait contenir ça. De l'autre côté, on va avoir nos différents moteurs de traitement qui vont eux-mêmes recevoir ces messages Kafka et puis faire leurs agrégats et stocker le résultat dans ce moteur, dans cette base Cassandra. Et à la fin, on va avoir un autre code Python ici qui va lire la base Cassandra et puis comparer. Il va relever les compteurs en disant bon, alors, qu'est-ce que toi tu as obtenu et qu'est-ce que l'injecteur aurait dû trouver. Donc, vous pouvez trouver ça à buntadata.io. On aime bien les top-level domain.io dans le monde du big data à cause d'input-output. Je ne sais pas si c'est un pays dans le monde, j'en sais rien. Ouais. Je pense que oui. Mais
Donc voilà, donc ça, vous arriverez sur un GitHub avec une organisation GitHub Buntadata dans laquelle il y a un repo qui s'appelle Buntadata Streams. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, on va aller sur. Donc là, je suis sur une VM. Donc, je fais tourner ça en fait sur une VM ici qui a un peu de RAM, 14 Go, donc plus que mon laptop, qui est sur Azure, mais qui pourrait être n'importe où. Et donc, ici, alors j'ai défini dans mon bash RC une variable qui est Buntadata Home. Donc ça, à la limite, sur votre VM, vous le mettez où vous voulez. Et puis, donc j'ai obtenu le code depuis GitHub et je vais aller dans code. À partir de là, j'ai plusieurs points SH, dont entre autres un start scénario. Donc là, je vais dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer le scénario Flink. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un fichier Docker Compose à base de blocs de Docker Compose. Et puis, ça va démarrer toute une infrastructure. Donc, si je fais un docker compose.ps, en fait, ça m'a créé un docker compose.yaml. Et si je fais un docker compose.ps, je vois ici que j'ai... Alors, si je zoome un peu... je vois ici que j'ai une base Cassandra sur 3 nœuds, une base qui va permettre, enfin un conteneur qui va permettre d'initialiser la base Cassandra, un client qui va me permettre d'interroger ou d'injecter, mes workers Flink et puis mon master Flink. Mes Kafka serveurs, donc là j'ai mes 3 serveurs Kafka, et puis il y a toujours un zookeeper, parce que comme il y a beaucoup d'animaux dans le monde Big Data, il y a un zookeeper qui permet de gérer la configuration. En général, lui-même est sur plusieurs nœuds, mais là en l'occurrence on a simplifié et on l'a mis sur un seul. Donc j'ai cet élément-là. Si je refais un Docker Compose, normalement le cinit devrait il devrait plus être up, mais il devrait être en exit 0. Alors hop. Donc là, il est toujours en up. De toute façon, je voulais vous montrer également le code pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc les blocs en fait composés, en fait, j'ai toujours un élément commun en fait qui est le zookeeper. Ensuite, j'ai les serveurs Kafka, un premier serveur Kafka, un deuxième, un troisième. Ensuite, j'ai mon client Python, etc. Après, vous pouvez regarder comment est fait le client Python. Donc, le client Python, c'est un Dockerfile qui s'appuie sur PyClientBase. Si vous regardez le PyClientBase qui est ici, il s'appuie lui-même sur une distribution Anaconda, qui est une distribution de Python. Encore une fois, beaucoup d'animaux dans le monde du big data. Et puis, il y a tout un tas d'installations qui sont faites, etc. Et la partie intéressante, en fait, c'est la partie dans Flink, sur le master. En fait, je vais avoir le code qui va me servir à faire justement cette agrégation. Donc là, je regarde le code Java, et dans ce code Java, je vais avoir en gros les éléments dont je vous parlais. Donc le fait de dire je reçois des données qui viennent de Kafka, je rebalance ça sur mes différents nœuds. Ensuite, je fais un parsing en disant je fais un split de mon message sous forme de pipe, à travers les pipes, et puis les messages, c'est les messages ID, device ID, etc. Ensuite, j'introduis une fenêtre de temps de 5 secondes. Je vais faire un tri par message ID, et du coup, ça va me permettre d'enlever les doublons, parce qu'évidemment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que celui qui simule l'injecteur d'objets connectés, il envoie un peu de bordel aussi. C'est-à-dire qu'il renvoie les messages plusieurs fois, ou il en envoie trop tard, ou enfin bref, il met un peu des bâtons dans les roues du moteur, parce que ce serait pas drôle. Ensuite, ici, on refait la même fenêtre de temps. Donc, sur le même temps, en fait, on va faire une fenêtre de temps de 5 secondes pour pouvoir faire un group by par device ID et par field category. Et donc, du coup, c'est là où on va pouvoir faire notre somme sur la partie mesure 1 et mesure 2. Et puis ensuite, on va, donc c'est ici. Et puis ensuite, on va pouvoir, alors on l'envoie aussi vers une table de debug si on a envie, etc. Et puis on va aller envoyer ça ensuite dans Cassandra, et donc, pardon, ici. Et donc on l'insère dans Aggregated Events qui est ici.
Ensuite, il y a du code. Enfin bon, je ne vais pas vous montrer tout le code, mais le principe est là. Et puis, je vais avoir des scénarios que je vais pouvoir. Donc là, il y a le start scénario qui met les différents composants, donc les Kafka serveurs, etc. Puis il y a aussi les serveurs Flink qui sont ici, mais je pourrais remplacer en disant je veux plutôt des serveurs Spark pour pouvoir tester avec Spark Streaming plutôt que Flink. Donc là, une fois que j'ai fait mon start scénario, je vais pouvoir faire un run scénario. Donc mon run scénario, par exemple, je vais dire ce qui m'intéresse, c'est par exemple de tester si j'accède à ma base Cassandra, où je peux également lancer un scénario avec Flink. Donc là, j'ai deux scénarios, Flink 1 et Flink 2. Le premier, en fait, il prend le temps comme étant le processing time, c'est-à-dire que le temps qu'il prend pour faire ces fenêtres de temps, c'est le temps qui est utilisé au moment de enfin, c'est le temps système en fait, au moment de l'exécution. Alors que dans le deuxième cas que je vais vous montrer, il va prendre le temps dans le payload JSON qu'il reçoit dans Kafka. C'est-à-dire que comme l'injecteur a dit à quel moment ça s'était passé, lui, il va extraire ce temps-là, et il va prendre ce processing time, cet event time, pardon, et faire ses fenêtres de temps dessus. Donc on est dans un cas beaucoup plus précis. Et en fait, cet environnement-là permet justement de tester ce genre de cas un peu tordu. Donc, je refais mon Docker Compose. Donc là, j'ai bien un exit 0 ici. Donc, par exemple, je peux lancer un premier scénario tout bête qui est le fait de faire test Cassandra. Donc, qui va me permettre de voir si effectivement mon conteneur client 1 est capable d'aller lire dans la base Cassandra. Donc, effectivement, c'est le cas. Et puis après, je vais pouvoir lancer mon scénario Flink 1, donc celui où je m'appuie sur le temps système en fait, et non pas le temps qui est dans le payload JSON. Alors, il y a quand même une interface graphique donc j'ai un tunnel SSH qui est monté, et du coup, je peux aller chercher mon dashboard Flink qui est là. Donc là, en fait, ça va via le tunnel SSH, ça se connecte à la VM qui elle-même se connecte au conteneur Flink Master, et normalement, ça affiche le dashboard, mais peut-être pas là, parce qu'on a visiblement un problème de réseau. Bon, enfin, peu importe. Ça fait, vous aurez qu'à le tester vous-même, vous verrez, ça fait un super dashboard qui vous montre en fait le framework. Peut-être qu'on l'aura d'ici le deuxième test. Donc, je lance ce premier test. Donc, hop. Ah oui, oui, c'est bon. Donc là, en fait, c'est là où il lance son job. Il attend 10 secondes parce qu'il faut toujours attendre dans les jobs comme ça. Et puis, il va commencer à injecter la donnée. Donc là, c'est le client Python en fait qui va aller envoyer de la donnée. Donc vous pourrez voir le code Python aussi qui envoie la donnée vers Apache Kafka et vers Cassandra. Donc là, donc le premier message est un peu long. Alors ici, vous voyez par exemple des ça veut dire que ce sont des messages qui sont envoyés une deuxième fois déjà. Donc c'est pour simuler. Et puis là, vous en avez un autre qui est passé assez vite, je remonterai dessus tout à l'heure, qui est un D inférieur à S, c'est-à-dire qu'en fait, la data est bien... En fait, on envoie un message très en retard, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on envoie un message qui est censé s'être passé il y a 1 minute, peut-être. Alors qu'en fait, notre watermark... Alors déjà, nos fenêtres de temps, elles sont sur 5 secondes, et on a un watermark, et je ne sais plus, mais de mémoire, c'est quelque chose comme 4 secondes après la fenêtre de temps. Donc là, on fait les calculs de différence, et on voit qu'on a tout un tas de différences. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a souvent un décalage d'à peu près 5 secondes dans les fenêtres de temps. Par exemple, là, on a une agrégation de 1360 vue de l'injecteur, et vue de Flink, on a une agrégation aussi de 1360, mais sur la fenêtre de temps qui est après. Et puis d'autres cas où on a à peu près les mêmes valeurs, 999 et 1034, sauf que ce n'est pas exactement les mêmes parce qu'il n'y a que quelques événements qui ont glissé et pas tous. Donc on voit que la latence qu'on a entre l'injection et le traitement a une importance, et fait qu'on a des fenêtres de temps qui sont, globalement, si on est en train de mesurer le trafic sur le périph, par exemple, ça nous donnera le trafic à 5 secondes près, c'est pas très grave. Dans des cas où on est en train de faire des choses plus précises, ça peut être embêtant. D'où le scénario Flink 2.
que vous avez tous envie de voir. Donc je lance. Donc le scénario Flink 2, en fait, il fait la même chose. Et la seule différence, c'est donc que la fenêtre de temps, elle est prise dans le JSON. Et c'est à partir de là qu'on va mesurer les choses. Donc là, on injecte nos données. Alors c'est un random avec un seed, donc c'est toujours le même random en fait. Donc là, vous avez l'événement qui arrive en retard là. Et puis après, tous ceux qui sont envoyés Donc c'est exactement le même scénario qui est envoyé 2 fois. Donc voilà. Petite blagounette? Non? Non. Donc on attend 10 secondes. Je ne sais pas si le dashboard est... Est-ce que le dashboard fonctionne? Ouais, le dashboard a fini par arriver. Donc là, on va avoir notre dashboard avec ici, on a la topologie du job. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai montré sous forme de code, mais là sous forme graphique. C'est quand même vachement plus sexy. Et puis, donc voilà. Donc ça, c'est notre résultat qui n'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Donc c'est pas grave, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer dans le GitHub. Ce à quoi je m'attendais. Je vais peut-être lancer 2 fois le Flink, en fait. Ou alors j'ai pas vu. Ah oui, j'ai oublié de lancer un scénario qui est le truncate de la base. Donc en fait, il a la somme des anciens trucs et des nouveaux. Enfin bref, c'est le bazar. Bref, peu importe. Je vais vous montrer ce que ça aurait dû donner ici. Parce que dans le GitHub, en fait, j'ai enregistré les choses. Donc si on descend tout en bas, donc ça, vous avez le premier. Et si vous avez le deuxième, hop. Donc là, vous avez les différences. En fait, vous avez assez peu de différences. Alors, vous avez la dernière fenêtre de temps à 14h53 et 35 secondes sur les 4 catégories. Parce que en fait, il n'y a pas eu d'événement après, donc il n'a jamais eu l'occasion de fermer sa fenêtre. Puisque comme il va chercher en fonction de l'événement, il dit est-ce que je calcule la fenêtre d'après? Mais là, il n'y a jamais eu d'événement pour fermer la fenêtre. Donc la dernière fenêtre n'est jamais calculée. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait corriger. Par exemple, je sais que Criteo, ils envoient régulièrement des messages depuis les sources pour faire en sorte que ça n'arrive jamais. Et puis également, il y en a un qui est l'événement qui arrive en retard. Donc lui, il y a une fenêtre, du point de vue de l'injecteur, il y a 49 à calculer. Ça aurait pu être 42. Et du point de vue de Flink, en fait, il en a trouvé 0 parce qu'en fait, il n'a pas pris en compte le message parce qu'il est arrivé après le watermark, c'est-à-dire une fois que la porte était fermée. Donc il a dit, désolé, je laisse tomber le truc. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité de contribuer, donc soit sous Ubuntu Data Streams, donc si vous avez envie d'essayer avec d'autres frameworks, si vous avez envie de regarder ce qui se passe sur Flink lui-même, etc. Il y a plein d'autres frameworks à essayer si vous voulez. On peut aussi faire des builds automatisés sur Visual Studio Team Services et puis également sur du pur Azure. Ça, c'est d'autres frameworks, d'autres repos que je mettrai sans doute en place plus tard. Et puis, on vous prête une VM si vous voulez contribuer. Donc là, on n'a peut-être pas le temps de montrer, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. On peut montrer rapidement comment ça se présente. Mais en gros, on a en deux secondes, vous avez la possibilité d'avoir une VM. Donc, si je me place en tant qu'un contributeur à qui on a prêté une VM, vous pouvez ajouter votre VM. Vous avez votre VM qui est dans cet environnement-là. Donc là, je n'ai pas d'abonnement Azure, mais on m'a prêté une VM. Je peux ajouter une VM. Donc, en gros, j'ai le choix entre n'importe quelle VM du moment que c'est un Ubuntu Server 16.04. Et dans les tailles, j'ai que quelques tailles qui sont proposées. Je peux choisir le truc, etc. Là, je ne peux pas la créer parce que j'ai une limite de une VM et j'en ai déjà créé une. Donc, éventuellement, j'ai le choix de supprimer celle-ci et d'en recréer une, etc. Nous, ça nous permet de maîtriser nos coûts parce que même en interne, on a des coûts. Et puis, on a également des mécanismes d'auto-shutdown, par exemple, où on va dire à 3 h du matin, la VM s'arrête, mais on vous donne quand même l'occasion de dire non, ne l'arrêtant pas. En fait, on envoie un message sur Slack. Donc là, c'est un exemple de message en disant attention, la VM va s'arrêter dans 15 minutes. Vous pouvez la prolonger pour 1 heure ou pour 2 heures, ce qui est 3 h du matin. Vous dites je pense qu'à 5 heures, ça devrait être bon. Donc vous ajoutez 2 heures. Donc on a prévu les noctambules. Hein. Et puis voilà, donc la façon dont ça se présente du point de vue administration dans Azure, vous avez une Logic App ici qui reçoit en fait un événement de DevTest Lab. On reçoit les différentes URL pour prolonger. Et puis on va aller envoyer ça dans Slack ici en disant voilà, c'est un message de Azure DevTest Lab et voilà le délai pour 60 minutes, pour 120 et le nom de la VM et le type. Donc c'est exactement ce que vous retrouvez
ici. Donc ça, c'est les environnements qu'on utilise pour mettre à disposition ce genre de VM. Et donc on vous invite à essayer, puisque nous on le voit au quotidien, c'est pour expliquer aux gens comment marchent ces écosystèmes de traitement de stream et des choses comme ça. C'est vraiment un outil où vous avez tout packagé directement. Vous avez presque juste à faire à faire le Docker Compose et puis vous pouvez commencer à travailler sur ces environnements-là sans avoir à les paramétrer et sans avoir à les installer un par un. Donc c'est un bel outil. Voilà, donc en conclusion de cette session sur les architectures lambda et post-lambda, j'aurais tendance à dire que je favoriserais quand même aujourd'hui l'architecture lambda plus que la post-lambda, tout en ayant en tête que les moteurs de streaming auront tendance à prendre la main peut-être de plus en plus, et que le fait d'unifier le mode batch et le mode streaming est une tendance, mais qu'aujourd'hui, la majorité des outils s'appuie quand même plus sur un data lake. Enfin, je Sur sais le pas ce que data tu en lake, et penses. puis c'est effectivement aussi pour une raison de coût, parce qu'il y a un ordre de magnitude en termes de coût entre ce que vous allez faire si vous voulez faire du tout stream ou si vous faites du data lake où la donnée à stocker elle coûte vraiment pas cher. Donc il y a une vraie raison, ne serait-ce que sur Oui, le coût, qui amène à garder quand même une architecture lambda et de faire en streaming que ce qui requiert d'être fait en streaming. tout à fait. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup.